Bonjour, pour ce nouvel épisode du blog de Praxagora, je souhaiterais entamer donc une série sur Philip Ross. Ma première thématique va tourner autour de la notion d'Uchronie. Quelles sont les ressources de l'Uchronie pour parler de la démocratie? Tout d'abord, il faut rappeler l'étymologie de Uchronie. Uchronie signifie en grec u privatif, pas de, et chronos le temps. C'est-à-dire qu'une Uchronie est le récit donc où on construit une temporalité qui n'a pas d'existence réelle. Mais, et c'est là la subtilité du livre de Philip Ross, on va la tisser dans des événements réels, historiques, afin de donner un effet de vérité à ce qui est dit. Une uchronie crée un effet de vraisemblance. En effet, les lieux et les personnages existent. Ce n'est que la temporalité qui est modifiée à l'intérieur donc d'un schéma existant. Ici, le livre de Philip Ross s'étend de 1940 à 1942, une période où normalement c'est Roosevelt qui a été réélu pour son troisième mandat. Et en 1942, c'est l'entrée des Américains dans la Seconde Guerre mondiale avec Pearl Harbor. En réalité, ce que va faire Philip Ross, c'est qu'il va nous faire croire que c'est Lindbergh, un personnage qui a réellement existé, un aviateur célèbre de l'histoire de l'Amérique, qui a été élu à la place de Roosevelt. Et la vérité historique est rétablie en 1942, alors que Roosevelt a été élu en 1940. C'est dans le roman en 1942 qu'il va être élu à la suite de la disparition soudaine et inexpliquée, ou plutôt expliquée de 10 manières différentes, de ce Charles Lindbergh. Alors j'aimerais bien dissocier déjà pour commencer l'Uchronie de deux autres types d'écriture possibles. On peut la dissocier et la rapprocher de ce que serait une utopie. On peut construire une utopie pour permettre d'envisager un lieu qui n'existe nulle part mais qui nous fasse réfléchir à notre propre système de fonctionnement politique. Par exemple, la fable des abeilles est un exemple. La cité idéale de Platon dans la République est également un essai pour imaginer un lieu qui n'existe pas mais qui pourrait exister, cette cité idéale. Et on peut aussi avoir l'expérience de lecture de dystopies. Les dystopies sont des lieux qui n'existent pas, auxquels on ne croit pas, mais qui nous permettent de réfléchir à la réalité des choses par contraste, en tirant en fait le trait du côté des possibilités négatives d'une situation. On a l'exemple, par exemple, des dystopies 1984 de George Orwell, ou également Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, où on a un monde auquel on ne croit pas, c'est bien de la science-fiction, mais cela nous fait réfléchir sur notre monde. De même, Black Mirror, la série, construit aussi une dystopie. Alors, quelle est la ressource d'une uchronie? Eh bien, c'est que cela crée une confusion très forte entre l'imaginaire et la réalité, puisque les lieux sont maintenus et les personnages sont maintenus. Du coup, qu'est-ce que doit faire le lecteur d'une uchronie? Eh bien, il doit sans cesse se demander quand il bascule du côté de la fiction et quand il est dans la réalité historique. Cela suppose chez lui une vigilance critique. Donc, on sait que Philip Ross a lui-même mis 3 ans en tant qu'historien pour étudier les dialogues, pour étudier le fonctionnement d'America First, pour étudier les discours des hommes politiques et les glisser habilement dans son roman. Et donc, il nous invite, nous, en tant que lecteurs, à être également historiens, c'est-à-dire être capable d'interpréter des documents, des archives, etc. Sauf que lui va créer aussi des fausses archives, par exemple les archives du newsreel, qui vont, à la fin du livre, et c'est sur ce point que nous allons nous focaliser en fin de vidéo, qui vont créer un effet de réalité très fort, parce qu'on va quitter le point de vue subjectif de l'enfant qui est Philip Ross, pour entrer dans soi-disant des archives, mais qui sont fictives. Et à la toute fin du livre, donc après Les mauvais jours et la peur perpétuelle, les derniers chapitres, se trouvent des vraies archives qui cette fois donnent les vrais documents historiques. Mais avec une hésitation du lecteur, parce qu'on vient tellement nous faire croire que des archives sont réelles et que des fictions sont crédibles, qu'on en vient à douter de la réalité elle-même. Donc il y a une sorte de chassé-croisé, puisqu'à la fin du roman, on en vient presque à penser que la vraie histoire, c'est-à-dire l'élection de Roosevelt, aurait pu ne pas avoir lieu, et on en vient à croire qu'effectivement, le fascisme aurait pu avoir lieu, et même aux États-Unis, alors que ça paraît invraisemblable pour les Américains. Cela n'arriverait jamais. Aux États-Unis, c'est souvent répété dans le livre, hein, jamais les émeutes, jamais chez nous. C'est toujours la dictature, c'est toujours chez les autres. Hein, on ne pense jamais que ça peut nous arriver à nous. Et le livre de Philip Ross, c'est de nous faire sentir dans l'intimité d'une famille, du point de vue d'un petit enfant qui ne comprend pas tout, qui aura des phénomènes, de nous faire comprendre
ce que cela peut signifier, vivre dans le totalitarisme, hein, ce que cela peut signifier glisser d'une démocratie bien instituée en laquelle on a pleine confiance dans un système totalitaire, insidieusement, petit à petit, avec des procédés d'écriture qui nous font ressentir les choses de l'intérieur et non pas objectivement comme on pourrait le voir dans un cours de sciences politiques ou dans un livre d'histoire. Donc c'est ça que crée une uchronie. Elle donne l'impression de vivre en première personne des événements historiques réels en les transposant et en nous donnant l'impression qu'il faut avoir un travail critique pour comprendre. Il faut relire le livre plusieurs fois pour le comprendre. Et c'est ce travail de relecture que j'aimerais faire avec vous pour les derniers chapitres. Parce que dans les derniers chapitres, si vous regardez la construction, elle est assez particulière. Vous avez un chapitre qui s'appelle les mauvais jours. Et donc, dans ce chapitre-là, vous avez une construction très spéciale. Je parle du chapitre 8. On voit Alvin arriver au volant d'une Buick, donc il s'est enrichi, il a quitté ses idéaux d'engagement démocrate comme il les avait quand il s'est engagé auprès du Canada pour défendre les démocraties et être solidaire envers les autres démocraties. Donc il a fait fortune avec une forme de pègre, de manière immorale. Et donc il veut faire la paix avec Herman et avec Beth. Il veut revenir auprès de son père spirituel. Il veut apaiser la tension, mettre fin à la guerre familiale. Donc là, on a un sort de parallèle entre le microcosme de la famille Ross et le macrocosme qui est la société américaine dans son ensemble, qui est tendue et polarisée après les émeutes Mitchell. Et donc, il y a une Beth qui prépare symboliquement du gâteau au chocolat. Et donc, elle prépare le meilleur feuilleté qu'elle peut. Elle est prête à pardonner, elle est prête à réconcilier. Alvin arrive avec des cadeaux, donc on a une intensité dramatique qui se crée un peu comme dans les Tarantino, on sent qu'il va se passer quelque chose. Et puis finalement, on a un chapitre qui est construit sous forme d'un flashback, c'est-à-dire que Philippe va commencer par nous dire que jamais il n'aurait cru son père capable d'un tel carnage, mais on ne sait pas encore lequel. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sait qu'un massacre a eu lieu, donc on ne sait pas si quelqu'un a tué quelqu'un, mais ça va être raconté en fait sous forme d'un flashback. Il y a une tuerie dans la maison, et donc en réalité cela va se résoudre par simplement donc des blessés, Alvin et Herman. Ensuite, dans ce chapitre, pour vous donner la construction globale avant de zoomer sur un passage, on a en fait, une fois que Herman rentre chez lui blessé, traumatisé par cette violence qu'il a lui-même suscitée en quelque sorte, Herman va avoir l'impression qu'un pogrom se passe dans la rue. Donc il va y avoir à nouveau une énorme intensité dramatique, on nous fait croire à quelque chose, mais le personnage a mal interprété les symptômes de ce qui se passe. Il n'y a que quelques juifs qui se font tirer dessus, et ce n'est pas parce qu'ils sont juifs, alors ça c'est l'humour noir de Philippe Ross, qu'ils sont morts. Donc finalement, intensité dramatique maximale, effet cinématographique, et puis finalement dégonflement de la situation, alors qu'on avait une forte pression. Ensuite, on a, après ce dégonflement, les archives du newsreel. Donc on a l'impression que voilà, c'est fini, ça nous est dit qu'il y a une sorte de fin. On dit voilà, tout est finalement rentré dans l'ordre. On a les archives du newsreel, donc on passe du discours indirect libre et des dialogues en première personne à quelque chose de beaucoup plus objectif, un discours en troisième personne. Le newsreel est le cinéma où Herman emmène ses enfants. Et donc on s'attend en tant que lecteur à avoir la vraie version des faits, peut-être plus objective avec ces archives. Et finalement, c'est un délire qui se passe dans ces archives, puisqu'on va avoir ni plus ni moins que 10 versions possibles de la disparition de Lindbergh. En fait, tout le monde va proposer des versions de cette disparition, qui est fictive, donc, puisque Lindbergh n'a pas réellement disparu dans la vraie histoire. Et donc, est-ce qu'il s'agit d'un complot? Est-ce qu'il s'agit... il y a tout à coup, là, on perd la vérité, on n'a que fake news contre fake news, si on peut dire. Et donc dans une copie, il faudrait parler de paroles mensongères, etc. Peut-être pas employer le terme anglais. Mais en fait, on a une perte de la crédibilité des sources qui devaient être pourtant des archives. Et donc, à la fin, en fait, on se dit que ça y est, dans cette période des archives, on a la période qui est décrite donc du 6 octobre au 16 octobre. Donc, on se dit que ça y est, on a maîtrisé temporellement
le flux de ce qui s'est passé. Et puis finalement, on a un retour dans le point de vue subjectif, c'est-à-dire que le dernier chapitre, vers la peur perpétuelle, qui rappelle vers la paix perpétuelle de Kant, avec une inversion bien sûr des mots, nous replonge dans le drame personnel des Juifs, puisque Seldon va téléphoner à Bess pour essayer d'avoir son secours, puisque sa mère ne rentre pas. Et donc là, il va y avoir de nouveau des effets donc de réel, avec de l'humour noir, puisque elle demande s'il a bien ses céréales, on a des informations sur le fromage qui pourrit dans le frigidaire, etc. Mais au final, à travers tout ça, ce qui se passe, c'est que on est replacé dans le drame, on est replacé en première personne, aux premières loges, au ras des phénomènes, avec un enfant qui ne comprend pas la situation. Et donc, on est amené en tant que lecteur, finalement, à comprendre le processus d'écriture de l'Uchronie de Philippe Ross. C'est-à-dire qu'il essaye de nous faire croire à des documents qui ne sont pas vraiment des documents. Il y mêle des vrais documents, puisque par exemple la Guardia a vraiment existé dans les archives, donc il mêle des vrais personnages. Et donc il nous replonge aussi dans la fiction pour nous placer au ras des phénomènes, pour qu'à la fois on ait le point de vue critique, c'est-à-dire on se dit, bon, il faut qu'on démêle le vrai du faux, il faut qu'on lise le post-scriptum attentivement pour savoir où commence la réalité, où commence la fiction. Et en même temps, en tant que lecteur, on est placé donc avec de l'empathie au niveau du vécu de personnages qui sont en plus des enfants. Donc c'est comme dans le livre d'Anne Frank, dans Joseph Joffo, un sac de billes, ou comme dans Jeux interdits, d'autres où La vie est belle, où on est placé du point de vue des enfants et où la guerre paraît d'autant plus cynique, et le totalitarisme paraît d'autant plus invraisemblable et injuste que des enfants innocents en sont les victimes, avec leurs jeux de guerre. Vous savez, dans le début du livre de Philippe Ross, les enfants jouent à la guerre. Donc c'est ça qui fait ressentir encore plus le tragique, parce que si c'était des adultes encore, ils pourraient peut-être comprendre la complexité des choses, mais ce sont des enfants, et ils comprennent ce qu'ils peuvent comprendre. Alors j'aimerais bien vous lire un petit passage pour terminer cette séquence, qui montre bien en fait comment fonctionne la complexité en fait de l'Uchronie. Donc c'est se situe page 425, c'est dans Les mauvais jours. C'est la scène où le guéridon va voler en éclats dans le salon des Rosses. Alors je vous le lis et je vous fais une très courte interprétation. Page 425. Quant au guéridon en acajou sombre avec son plateau de verre que ma mère avait acheté chez BAM, avec des années d'économie, et sur lequel, à l'issue d'une heure de lecture, son plaisir du soir, elle reposait avec son ruban marque-page le dernier roman de Perlebuck, Fanny Hurst ou Edna Ferber, qu'elle empruntait à la minuscule bibliothèque de près du drugstore. Ces miettes étaient répandues dans toute la pièce, et mon père avait des bris de verre microscopiques incrustés dans les mains. En plus des taches de sang, le tapis, les murs, les meubles étaient maculés de glaçage au chocolat. Entre parenthèses, ils s'étaient installés dans le séjour pour manger leur tranche de gâteau en discutant. Fin de la parenthèse. Et puis il y avait l'odeur, une odeur d'abattoir, étouffante, à vomir. C'est si déchirant la violence dans une maison. C'est comme de voir des vêtements accrochés dans les arbres après une explosion. On peut se préparer à l'image de la mort, mais pas à celle des vêtements noirs. Alors là, c'est très intéressant parce que dans cette page, vous avez beaucoup de ruptures de ton et beaucoup de choses qui sont mêlées. Donc on a, comme dans un Tarantino, une forte intensité dramatique. On se concentre sur cet objet qu'est le guéridon qui devient le symbole d'explosion globale de toute la famille et de tout le pays. Et vous avez aussi des indices, par exemple le livre de Perlebuck qui rappelle les minorités en fait qui se défendent, puisqu'on a vu que Bess était très soucieuse des minorités, puisqu'elle a fait par exemple mettre un petit noir sur le timbre qu'a redessiné Sandy au début du livre. Donc elle est soucieuse en fait, elle est attentive à tout ce qui est lutte donc des minorités. Et il y a une allusion à cette lutte pour les minorités à la fin, à mon avis, parce qu'il y a une allusion à Strange Fruit Billie Holiday, c'est-à-dire les Noirs qui ont été lynchés dans des émeutes. Donc finalement, dans ce passage très court, on a beaucoup de choses qui sont mélangées. La lutte raciale des Noirs ou d'autres minorités en parallèle avec les Juifs, ici, et cette explosion avec des chocs de temporalité. Et voilà les ressources de l'Uchronie de Philippe Ross. Je vous remercie.